bonjour à tous et merci aux organisateurs de cette rencontre pour nous avoir invités. Donc effectivement, je vais parler de la polyploïdie et son importance chez les plantes. Donc là, vous avez les points principaux que j'ai choisi de présenter. Donc des rappels concernant les concepts de base sur la notion de ploïdie. Et puis, surtout, ce qui va nous intéresser, les conséquences de la polyploïdie, pourquoi c'est si important chez les plantes, en termes de formation de nouvelles espèces, d'adaptation, et tout ça, évidemment, puisque c'est lié à de la duplication de génome, ça résulte de la duplication de la dynamique du génome polyploïde. Alors, je ne suis pas sûre que je vais pouvoir couvrir en détail tous ces points dans le temps imparti, donc on essayera de faire au mieux. Alors, juste un petit rappel, comme vous le savez tous, on baigne culturellement dans un monde diploïde. Nous sommes diploïdes, et une espèce diploïde possède deux lots de chromosomes homologues. Donc, on est diploïde parce que chaque chromosome est en deux copies. Une copie est héritée du parent mâle, une copie est héritée du parent femelle. Et si à chaque génération, comme vous le savez, le nombre de chromosomes se maintient de façon stable, c'est par le biais de cette division cellulaire très importante, qui est la méiose, qui réduit de moitié le nombre de chromosomes. Donc on passe d'un organisme, alors généralement, puisqu'il y a différents cycles de vie, comme vous le savez, à 2N chromosomes, qui va produire des gamètes à N chromosomes. Alors N, ici, attention, ça va être le nombre de chromosomes des gamètes. Chez les diploïdes, il est haploïde. Ça ne sera pas le cas chez les polyploïdes. Alors, comment se forme un polyploïde? Eh bien, justement, c'est qu'au cours de la méiose, il va y avoir des accidents de répartition des chromosomes et formation de gamètes non réduits. Ben justement, la réduction du nombre de chromosomes ne se fait pas. Et donc, on va avoir des gamètes, au lieu d'être diploïdes, ils vont être triploïdes, tétraploïdes, etc. Alors, vous remarquerez... Oh, excusez-moi, il y a quelque chose qui défile rapidement. Donc, vous remarquerez ici que je n'ai plus utilisé la lettre N, mais que je suis passée à la lettre X. Je dis, le génome de base, le nombre de chromosomes haploïdes, il est multiplié une fois, X, deux fois, trois fois, etc. Donc, ça m'amène à introduire une définition quand même qui est importante quand on est dans un contexte de polyploïdie, qui est le nombre de chromosomes des gamètes avec lequel on est généralement familiarisé, qu'on appelle N, et que souvent on considère comme haploïde. Oui, c'est vrai chez une espèce diploïde, ça ne l'est plus chez une espèce polyploïde. D'accord? X, c'est le nombre de base haploïde. Alors, X et N, c'est la même chose chez les diploïdes, plus chez les polyploïdes. Je prends un exemple ici d'un groupe de plantes d'intérêt, bien connu, les blés, où la polyploïdie est très connue. Alors, vous avez, donc le blé, c'est le genre Triticum, et vous avez différentes espèces. Triticum urartu, c'est un des progéniteurs diploïdes des blés cultivés. Il a 2N égale 14 chromosomes. Pour l'instant, on ne regarde pas ce qu'il y a écrit à droite, ici. On regarde les nombres chromosomiques. Triticum turgidum, en fait, à partir duquel on a domestiqué le blé tendre, lui a 2N égale 28 chromosomes. Et puis le blé tendre, cultivé, qui a donné naissance au blé cultivé, lui, il a 2N égale 42 chromosomes. Que voit-on? On voit que ces nombres 14, 28, 42 sont tous des multiples d'un même nombre de base qui est multiplié, qui est 7. Et notre Triticum urartu, il a 2 fois 7. Alors, il a 2N chromosomes. Dans ces gamètes, forcément, il y aura la moitié, il y en aura N égale 7. Et il est diploïde. On est sur un nombre où le nombre de base est 2 fois 7. D'accord? Alors, Triticum turgidum, il a 28 chromosomes, ça fait 4 fois 7. Donc, il a 4 fois le nombre de base. On va dire il est 4x. Quel est le nombre de chromosomes qu'il y aura dans les gamètes de Triticum turgidum? Eh bien, ça sera 14. Donc, le nombre de chromosomes dans les gamètes, c'est toujours la moitié du nombre de chromosomes. Ce qui veut dire que chez un tétraploïde, le gamète est diploïde.
Et chez le blé tendre, Triticum aestivum, 2n égale 42, le nombre de chromosomes dans les gamètes, c'est 21, c'est 3 fois 7. Les gamètes sont triploïdes ici. En fait, ça marche toujours par division par 2 à la méiose, quel que soit le nombre de chromosomes de départ. Donc pour nous, cette information est importante, parce que si je précise, si je dis simplement 2n égale 28, bon ben c'est très bien, mais ça ne m'en dit pas plus. Si j'ai dit 2n égale 4x égale 28, je sais que j'ai affaire à une espèce tétraploïde. Donc chez les diploïdes, c'est ce que j'ai dit, les gamètes ont un seul lot X de chromosomes, les gamètes des tétraploïdes ont 2X chromosomes. Et enfin, une petite convention de notation qui est très ancienne dans le milieu de la botanique et qui résulte notamment de la cytogénétique. On va utiliser des lettres majuscules pour désigner un génome de base haploïde. On va dire une espèce A, elle est diploïde, elle a un génome AA. Et la lettre majuscule, on prendrait les blés par exemple, ça représente, un grand A représente les 7 chromosomes. Et si c'est une espèce d'origine hybride, on dira qu'elle a un génome A et un génome B, etc. Alors, dès qu'on parle de polyploïdie, on pense tout de suite aux deux principales catégories, grandes catégories, bien qu'il y ait beaucoup d'intermédiaires, de polyploïdes. Il existe deux grandes catégories, ce qu'on appelle les autopolyploïdes. Il faut imaginer que l'absence de réduction chromatique à la méiose, donc la formation de gamètes non réduits, peut intervenir chez des gamètes qui vont se rencontrer au sein de la même espèce. Logique. Et dans ce cas-là, le polyploïde qui va se former résulte de la duplication du génome de la même espèce. C'est-à-dire que j'ai une espèce A, si elle est diploïde, elle a 2 fois A, et si elle est autotétraploïde, elle aura 4 fois le A. Donc, vous avez ici donc un exemple avec un lot haploïde de 2 chromosomes, un grand et un petit. Chez un diploïde, c'est le cas général avec lequel on est familiarisé, chaque locus, chaque gène est présent en 2 copies. Voilà, les 2 chromosomes homologues. Et puis, si j'ai un autotétraploïde qui se forme, eh bien, chaque chromosome est présent en 4 copies, qui du coup sont strictement homologues. Et à la méiose, d'ailleurs, ça peut poser des problèmes, ou en tout cas influencer la méiose, puisque vous savez que pour que les chromosomes se répartissent de façon correcte dans les cellules filles à la méiose, il faut qu'ils s'apparient d'abord. C'est l'appariement qui fait la répartition équivalente dans les cellules filles. Et ici, vous avez 4 chromosomes homologues pour chaque type. Ils peuvent hésiter. Et donc, soit s'ils s'apparient chacun par 2, et ça arrive très souvent, heureusement, tout se passe bien, ils peuvent s'apparier par 3, faire un trivalent, et puis le 4e reste tout seul. Et ça nous forme des gamètes qui sont plus ou moins, il y a une stérilité, qui sont plus ou moins viables. Et donc, ça peut causer des instabilités, ce qu'on appelle des instabilités méiotiques. Mais disons qu'on va retenir que l'autopolyploïdie va induire plusieurs copies homologues de chromosomes et un comportement des chromosomes à la méiose qui fait qu'ils vont s'apparier de façon aléatoire, et on appelle ça l'hérédité polysomique pour un polyploïde en général. Si c'est un tétraploïde, on dira l'hérédité est tétrasomique. Alors vous vous rappelez que l'appariement des chromosomes, ce sont les recombinaisons, c'est la gestion de la diversité génétique, de l'hétérozygosie. Là, tous les chromosomes homologues recombinent. Donc, le mode de formation du polyploïde va influencer aussi la gestion de la diversité génétique dans l'espèce. Donc, voilà ce qui va se passer chez un autopolyploïde. Voyons la deuxième catégorie de polyploïdes, cette fois les allopolyploïdes. Les allopolyploïdes, allo différents, eh bien, se forment suite à la duplication du génome chez un hybride interspécifique. Dans ce cas, nous avons, c'est ce qui est représenté ici à gauche, une espèce A qui se croise avec une espèce B. On a ici un petit schéma d'arbre phylogénétique pour indiquer qu'il y a quand même eu une divergence génétique, même si le nombre de chromosomes est le même. Là, j'ai des chromosomes rouges et là, j'ai des chromosomes gris. J'ai 2 génomes plus ou moins divergents. J'ai un hybride F1. Ça peut arriver, les hybridations interspécifiques. Ça arrive même très souvent chez les plantes. Plusieurs cas de figure. L'hybride est stérile. Il peut être plus ou moins fertile. Alors, il peut être stérile, effectivement. Pourquoi il est stérile ? Parce que les chromosomes, justement, s'apparient mal à la méiose. Et parmi toutes les formes de gamètes anormaux qui vont se produire chez un hybride, justement, les chromosomes peuvent aller tous dans la même cellule, dans le gamète, et c'est un gamète non réduit. Donc, un hybride a plus de chances de produire des anomalies méiotiques et a donc plus de chances de fournir des gamètes non réduits. 2 gamètes non réduits, ça me donne un polyploïde.
ici, qui a chaque génome en double, et que je vais donc appeler allopolyploïde. Alors, du point de vue de l'homologie des chromosomes, mon allotétraploïde ici va présenter 2 copies de chaque chromosome du génome A, c'est en fait l'addition des génomes diploïdes, 2 copies des chromosomes du génome B. Ils ne sont pas tout à fait homologues, ces chromosomes. Ils sont homologues d'une espèce à l'autre, mais quand même, ils ont divergé depuis le temps de divergence de l'espèce A et B, et on va les appeler homéologues. Et ici, à la méiose, les chromosomes, ils n'hésitent pas. Le A va s'apparier avec le A, le B va s'apparier avec le B. Donc les allopolyploïdes sont très fertiles, tout de suite. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y en a beaucoup dans la nature. C'est un mode de polyploïdisation très fréquent. Ça restaure, entre guillemets, la fertilité qui fait défaut à l'hybride. Et cet hybride, s'il fait de la multiplication végétative, même s'il est stérile, il peut survivre, attendre des jours meilleurs, si je puis dire, produire de temps en temps des gamètes non réduits. Il suffit d'une seule fois, et crac, on a un allopolyploïde, une nouvelle espèce carrément, puisque, comme nous allons le voir, la polyploïdie, c'est d'abord un mécanisme de spéciation, de formation de nouvelles espèces. Alors là aussi, un petit rappel sur les définitions concernant la spéciation, les mécanismes à l'origine de la diversification, la formation de nouvelles espèces. Donc, le concept de l'espèce le plus répandu, c'est les concepts biologiques basés sur l'isolement reproductif. Comment un isolement reproductif peut-il intervenir ? Selon 2 grandes catégories, encore une fois, il y a plusieurs variantes sur chacun de ces modes. Il y a ce qu'on appelle le mode allopatrique. On retrouve allo qui veut dire différent, mais là c'est allopatrique, territoire différent. Vous avez ici donc ce petit schéma avec une population ancestrale qui s'est retrouvée scindée en 2 sous-populations qui vont rester isolées pendant un certain temps et diverger jusqu'à ce que, même si elles sont en contact, elles ne peuvent plus échanger de gènes. C'est la spéciation allopatrique. Et puis la spéciation sympatrique, donc qui intervient sur un même territoire, eh bien, dans ce cas-là, il n'y a pas de séparation spatiale ou géographique, mais il y a en général un événement type accident génomique, justement, qui fait que du jour au lendemain, pratiquement, certains individus ne peuvent plus échanger de gènes avec les voisins. Ou s'ils échangent des gènes avec les voisins, leurs descendants sont stériles. Donc on est bien typiquement dans ce que les théoriciens de la biologie évolutive appellent l'isolement post-zygotique. Le zygote peut se former, mais s'il est stérile, il n'y aura pas de... Voilà, on a donc un isolement reproductif. Eh bien, dans ce mécanisme de spéciation sympatrique, quand je parle d'accident génomique, évidemment, on pense à la polyploïdie. Alors, pour récapituler sur ce processus de spéciation, je viens de parler de la spéciation allopatrique. Eh bien, vous réalisez qu'elle est parfaitement illustrée par les arbres phylogénétiques. En fait, quand on a un arbre phylogénétique, la dichotomie, finalement, se prête particulièrement bien à la définition, enfin aux situations plutôt, de spéciation allopatrique. Donc, les espèces A, B, C et D ont divergé depuis un temps plus ou moins long, probablement par divergence, un mode allopatrique. Et puis, on a tous ces autres cas de spéciation qui rentrent plus ou moins bien dans les arbres phylogénétiques. Donc, on n'est pas là pour parler de phylogénie, mais il y a justement, ça pose des problèmes de méthodologie, d'inclure des espèces qui ont ce type d'origine dans des représentations qui sont forcément dichotomiques, les arbres phylogénétiques. Donc ici, on a tout ce qui peut se passer, qui est très fréquent chez les plantes. Donc ce que je disais, soit duplication du génome de la même espèce, j'avais une diploïde CC, puis maintenant j'ai un autotétraploïde 4xC, où j'avais 2 espèces A et B qui sont hybridées, l'hybride a subi une duplication de génome, et j'ai un allopolyploïde AABB. Eh bien, ce qui se passe ici, c'est que ce polyploïde, qu'il soit auto- ou allopolyploïde, pouvez-vous imaginer qu'il se croise avec son parent A ou son parent B ? Il peut se croiser. S'il est entouré des plantes, il reçoit du pollen. Mais en général, un diploïde qui se croise avec un tétraploïde, l'un donne des gamètes haploïdes, l'autre des gamètes diploïdes, ça vous donne un triploïde qui n'est pas très fertile. Donc, dans la plupart des cas, il y a une barrière, encore une fois, post-zygotique. Ça veut dire que le zygote peut se former, mais il est stérile ou pas viable, etc. Ce qui veut dire que dès qu'on a un génome polyploïde qui se forme, quasiment, on a une nouvelle espèce. Donc, voilà pourquoi la polyploïdie est importante, puisque c'est un mécanisme de spéciation sympatrique
qui est prédominant chez les plantes. Alors bien sûr, la spéciation allopatrique existe aussi. Alors, on va se poser la question maintenant de savoir finalement comment on peut détecter la polyploïdie. Alors, à votre avis, quel est le moyen le plus simple qu'on sait détecter la polyploïdie depuis plus d'un siècle, depuis qu'on sait compter les chromosomes, tout simplement? Alors, si je vous dis j'ai une espèce à 2n égale 20, pouvez-vous me dire si elle est diploïde ou polyploïde? Alors, si je dis elle en a 140, peut-être. Si je dis elle en a 10, vous allez dire, ah ben non, c'est pas beaucoup. Le nombre peut vous renseigner, mais ça peut être totalement biaisé. Le seul moyen de le savoir, c'est de faire une approche comparative et de comparer le nombre que vous avez aux espèces proches. Donc, le moyen le plus simple, et c'est comme ça que les botanistes ont décrit d'abord l'importance de la polyploïdie, c'est en comptant les chromosomes et puis en s'apercevant, comme on l'a vu tout à l'heure pour les blés, que nous avons des variations de nombre de chromosomes qui sont des multiples d'un même nombre de bases. Sur un groupe d'espèces, j'avais 14, 28, 42 et je dis, ben voilà, j'ai une série, on a appelé ça au départ une série polyploïde. Et avec ça, on a décrit, déjà, vous prenez les ouvrages des botanistes très connus, qui ont marqué la biologie évolutive dans les sciences du végétal, comme Ledyard Stebbins, qui a écrit son fameux ouvrage en 1950 sur variation et évolution chez les plantes, qui a inventorié et décrit la polyploïdie. Donc on savait quelles étaient les familles qui renfermaient beaucoup de polyploïdie, on savait que c'était prédominant. Les agronomes le savent très bien, puisque beaucoup de plantes cultivées, comme vous le savez, sont polyploïdes. Et justement, les agronomes, ce sont eux qui ont les premiers poussé la génétique à des fins d'amélioration. Donc nos connaissances en génétique sont beaucoup passées au départ par l'agronomie. Ils ont fait des cartes génétiques, et ces cartes génétiques ont commencé à révéler que même des espèces qu'on croyait diploïdes, eh bien, il y avait des gènes, on attendait qu'ils étaient en 2 copies, eh bien, il y avait toujours des groupes de 4 copies, par exemple. Et c'est comme ça que le maïs, qui a 20 chromosomes comme le sorgho, eh bien, grâce aux cartes génétiques, on a trouvé que c'était un polyploïde plus ancien. D'ailleurs, l'histoire du maïs et du sorgho, leurs 2 histoires est très intéressante à voir parce qu'ils ont le même nombre de chromosomes. Il y en a un qui est diploïde, l'autre est tétraploïde, et il a fusionné ses chromosomes pour revenir à un même nombre que le diploïde. Et en plus, il a explosé son génome, le maïs, qui est bourré d'éléments transposables, comme vous le savez peut-être. J'ai malheureusement pas le temps de vous raconter toutes ces histoires passionnantes. J'ai une petite diapo après, si vous voulez la voir. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire, les cartes génétiques ont commencé à attirer l'attention sur le fait qu'il y avait quand même peut-être un peu plus de polyploïdes que ce qu'on croyait, juste par les nombres chromosomiques. Et puis, nous sommes au XXIe siècle aujourd'hui, c'est l'ère de la génomique, on séquence les génomes à tour de bras, et évidemment, avec les génomes, on a toute l'information, et c'est là qu'on a eu une idée vraiment de l'importance, et je peux dire de la prédominance de la polyploïdie, par la présence de séries de gènes dupliqués, mais en masse, c'est-à-dire pas un seul gène qui est en plusieurs copies, mais c'est pratiquement tous les gènes, ou en tout cas des milliers de gènes, et qui sont synthéniques dans le même ordre, c'est des blocs de gènes dupliqués. Donc, grâce notamment au projet de la génétique et de la génomique, on a mis en évidence des traces anciennes de polyploïdie. Donc, on s'est rendu compte que des espèces qui sont aujourd'hui diploïdes sont en réalité des paléopolyploïdes. Alors, comment se fait-il qu'elles ressemblent à des diploïdes? Qu'est-ce qu'un diploïde? Maintenant, comment on va définir la diploïdie? On ne s'est pas posé la question au début, mais voilà. Donc, on a mis en évidence des traces anciennes de polyploïdie. Alors, voilà une illustration d'une publication qu'on voit un petit peu partout, enfin, qui date maintenant de plus de 10 ans, qui nous montre sur une phylogénie simplifiée, là, chez les angiospermes, des petits ronds sur les branches de l'arbre phylogénétique qui correspondent aux événements de duplication génomique, donc de doublement chromosomique. Et on voit finalement que, si on prend les blés tout à l'heure, c'est le genre Triticum ici, on a ici les événements, il y a des espèces tétraploïdes, hexaploïdes. Puis si on remonte, on voit que l'ancêtre là de toutes les poacées, céréales et autres, il y a un événement. Et on monte, en fait, toutes les lignées sont marquées par la polyploïdie. Alors, comment est-ce qu'on s'en est rendu compte? On s'en est rendu compte
dès qu'on a séquencé le premier génome de plante, comme vous vous rappelez, vous le savez probablement, c'est Arabidopsis thaliana. Pourquoi a-t-on choisi Arabidopsis thaliana, la plante modèle, sur un certain nombre d'aspects, comme première plante pour laquelle on allait séquencer le génome? C'était d'abord parce qu'elle avait un petit génome, un petit nombre de chromosomes et un petit génome. Donc l'espèce diploïde par excellence, avec n égale 5, 10 chromosomes. Et on s'est rendu compte que ce tout petit génome, en réalité, résultait d'un ancêtre qui avait subi 2 ou 3 événements de duplication. Comment s'en est-on rendu compte? Par des analyses bioinformatiques, d'analyses génomiques, on s'est rendu compte que tous les gènes étaient par bloc, non pas par 2, mais 3 tripliqués. Et quand on estimait l'âge de divergence de ces 3 blocs, eh bien, il y a une duplication qui était plus ancienne qu'une autre. Donc ça a fait l'objet de la première publication fracassante dans le début des années 2000, qui, comme vous le savez peut-être, c'est vraiment le tournant qui a été pris en génomique, où on a commencé à être capable de séquencer des gros génomes. Le génome humain est tombé, le génome de la drosophile, et puis le génome d'Arabidopsis thaliana. Donc voilà, on est ici. C'est le titre de la publication de Guillaume Blanc et de ses collaborateurs à l'époque, qui, en analysant le génome d'Arabidopsis thaliana, se rend compte que ce génome diploïde, entre guillemets, porte en lui les traces de 2 événements superposés de duplication à grande échelle du génome, qui ne sont autres que des traces de polyploïdie ancienne. Ensuite, on a séquencé le génome d'une deuxième plante. La deuxième plante qu'on a choisie, c'était dans la lignée des monocotylédones, puisqu'on avait séquencé d'abord une eudicotylédone. Et cette monocotylédone, c'était une plante d'intérêt, le riz. En plus, elle avait un petit génome. Pour céréales, vous êtes peut-être au courant des efforts gigantesques qu'on est en train de faire pour séquencer le génome du blé, qui est énorme, c'est un très gros génome. C'est un autre sujet. Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé en regardant Oryza, le génome du riz, Oryza sativa? Eh bien, c'est la même histoire. Donc, sur ce petit schéma ici que vous voyez, ce sont les chromosomes qui sont là, et par des méthodes bioinformatiques, on essaye de retrouver, au sein d'un même génome, quels sont les gènes qui présentent de très fortes similitudes. Ça nous permet de montrer combien de gènes sont dupliqués. Donc on va retrouver des portions de gènes dupliqués. Et vous avez ce type de figure, si vous regardez maintenant la plupart des publications qui portent sur les séquençages de génomes, vous retrouvez ces figures-là. Vous avez les 12 chromosomes du riz. Et ces faisceaux, ça montre les régions de très forte homologie. Ce sont les mêmes gènes sur d'autres chromosomes. Donc on peut dater par les taux d'évolution moléculaire, on peut dater un petit peu la divergence entre ces blocs dupliqués au sein du même génome et faire maintenant ce qu'on appelle de la paléogénomique, non pas de la génomique de fossiles, parce qu'on utilise aussi le terme de paléogénomique, mais remonter dans l'histoire des génomes. Donc vous voyez le titre de la publication qui est donc par une équipe chinoise. Les génomes, c'est pas le génome, les génomes d'Oryza sativa, une histoire de duplication. On a trouvé qu'il y avait une duplication ancienne. C'était le petit rond que je vous ai montré tout à l'heure à la base de la famille des poacées, il y a 50 à 70 millions d'années. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, je sais que je séquence le génome de n'importe quelle poacée, elle aura hérité de cet événement de duplication ancien. Et puis, certaines espèces ont en plus eu d'autres duplications plus récentes. Et en plus, il y a eu des duplications par morceaux simplement de chromosomes segmentaires ou de gènes. Bien, les génomes sont tombés de plus en plus nombreux et ça a permis de documenter de plus en plus d'événements de polyploïdisation ancienne chez des espèces qu'on croyait diploïdes. Donc vous voyez aussi une publication qui a marqué la biologie évolutive des plantes, dans Nature en 2011, qui faisait un petit peu le point sur différents génomes qui avaient été séquencés à cette époque-là, il y en a encore plus maintenant. Vous avez les événements de polyploïdisation qui sont portés sur les branches, et on se rend compte que l'ancêtre des plantes à fleurs était polyploïde. Donc toutes les plantes à fleurs sont des paléopolyploïdes, que l'ensemble des plantes à graines était un polyploïde, ce qui veut dire qu'au cours de leur évolution, les plantes se polyploïdisent, diploïdisent, polyploïdisent, diploïdisent. Par quel mécanisme? On en a beaucoup appris là-dessus pendant ces 10-15 dernières années.
Et puis, l'équipe de Yvan de Pire à Gand, qui est une équipe de génomique et bioinformatique, s'est posé la question de se dire, mais si toutes les plantes qu'on a aujourd'hui dérivent d'un ancêtre, on va parler des angiospermes, par exemple, l'ancêtre des angiospermes, de tous les angiospermes qui sont là aujourd'hui, il a été polyploïde. Mais alors, l'angiosperme diploïde, il est devenu quoi? Et donc, en utilisant les données génomiques, vous avez ici les plantes, monocotylédones, eudicotylédones. On ne parle pas des animaux aujourd'hui, mais sachez que les duplications génomiques interviennent chez les animaux. L'ancêtre des vertébrés était un paléopolyploïde. Vous êtes tous des paléopolyploïdes sans le savoir. Si, à part que les animaux ne font plus de polyploïdie récente, donc on s'en rend plus compte. Pour différentes raisons, on pourra en parler après. Mais si vous remontez, regardez le goulot, là, quand on remonte dans le temps, vous avez les monocotylédones, les dicotylédones, et vous remontez ici, on est à quelle période? Au Crétacé, l'époque des grandes extinctions. Et donc, là-dessus, il est parti sur un certain nombre d'hypothèses, comme quoi la polyploïdisation, finalement, bon, on peut la mettre en parallèle avec un certain nombre de fonctions, d'accord? La formation des angiospermes, du système de reproduction, de l'ovule dans l'ovaire, etc. J'ai juste résumé le message de son article, qui était que les duplications de génome ont augmenté en fait les innovations, au sens large, et la complexité morphologique du vivant. Et ce sont ces innovations qui ont permis de survivre aux grands bouleversements environnementaux. Donc ça, c'est vu vraiment de manière très globale. Il faut aller dans le détail pour comprendre un petit peu ce qui se passe. D'ailleurs, Van de Pire vient de sortir une publication dans Nature, là, en 2017, où il fait une petite synthèse des connaissances, donc un article certainement très pointu de ces 10 dernières années. Donc, le message que je veux vous faire passer, c'est que toutes les plantes, toutes qui nous entourent, sont des polyploïdes plus ou moins anciens. Et ceux dont on pouvait se rendre compte juste par les nombres chromosomiques, ce sont les plus récents, finalement. Il faut séquencer le génome pour aller voir combien. Alors, aujourd'hui, la question n'est plus est-ce que ma plante est polyploïde? C'est plutôt combien d'événements du paléoduplication elle traîne dans son génome. On va voir qu'il y a des lignées qui en ont subi plus que d'autres. Et finalement, nous, quand on fait de la recherche sur les plantes, quel que soit le modèle, c'est toujours très intéressant. Si on a envie de savoir ce qui se passe juste après l'événement de polyploïdisation, on va s'intéresser aux polyploïdes jeunes. C'est ce qu'on fait en particulier dans notre équipe où on travaille sur des polyploïdes formés il y a à peine un siècle. Et donc, ça nous permet de mettre en évidence les mécanismes de la formation des polyploïdes, puis ce qui se passe juste après la duplication du génome. Donc là, on est pas mal dans le champ aussi de l'écologie évolutive, parce que ça fait pas longtemps qu'ils se sont formés, on peut voir leur distribution, leur traits physiologiques, etc. Et puis, si on regarde des paléopolyploïdes comme Arabidopsis thaliana, par exemple, qui aujourd'hui pour nous est diploïde, eh bien, on peut voir que reste-t-il de toutes ces duplications dans un génome au bout de 50, 100 millions d'années. Donc, ça permet de voir ce qui s'est passé à long terme. Et là, on est dans un autre champ disciplinaire. On est dans un autre champ disciplinaire qui est celui de la bioinformatique et génomique. Alors, on m'annonce qu'il y a 2 minutes avant la fin. Donc, je n'aurai pas le temps de traiter en détail tous les exemples que j'aurais pu traiter, c'est pas grave, puisque l'essentiel quand même était ces notions générales, je pense, pour vous, puis on pourra après, voilà. Et donc, au cours du temps, à long terme, se produit notamment, il faut le savoir, la polyploïdie, c'est le doublement du nombre de chromosomes, donc le doublement du nombre de gènes. Et au cours du temps, ce qui se passe, c'est qu'il y a des pertes de gènes. Il n'y a pas besoin qu'une fonction, pour certaines fonctions, soit assurée, et parfois il suffit d'un gène. On en a 2, 3, il y a de la redondance d'informations génétiques. Au cours du temps, les génomes perdent des gènes. C'est un processus qu'on a nommé maintenant le fractionnement des génomes. Genome fractionation. Et donc, il y a un certain nombre de gènes, beaucoup de gènes peuvent revenir à l'état simple copie dans le génome haploïde, entre guillemets, ou dans les gamètes. Donc, on repart vers, c'est la diploïdisation génétique. Et tout ça, on l'a appris de la génomique. Et évidemment, une question importante est de savoir est-ce que ces pertes de gènes se font au hasard ou est-ce qu'il y a des gènes, selon leur fonction, qui sont plus particulièrement retenus par rapport à d'autres.
Et ça, c'est un champ exploratoire qui est c'est en pleine discussion, puisque tout simplement, chez Arabidopsis thaliana, qui a subi 2 événements différents, successifs plutôt, on a vu que c'était chaque fois les mêmes catégories fonctionnelles de gènes qui étaient retenues. Et puis chez d'autres génomes, on s'est rendu compte que c'était peut-être un peu plus aléatoire, donc c'est en débat, est-ce que c'est une généralisation ou pas, mais c'est quand même une question importante. Alors parmi les modèles, là je vais juste les citer, je n'aurai pas le temps de vous présenter tout ce qu'on a appris de ces modèles. Parmi les modèles à partir desquels on a beaucoup appris ces dernières années sur la polyploïdie, dans le contexte des plantes cultivées, vous avez les cotonniers, le genre Gossypium, la famille des malvacées, où il y a une équipe américaine, l'équipe de Jonathan Wendell qui travaille là-dessus. C'est avec eux qu'on est notamment au laboratoire international associé. Donc les cotonniers, vous avez une diversification des diploïdes sur plusieurs continents, même nombre chromosomique mais taille de génome différente. Et puis vous avez eu, il y a 1 à 2 millions d'années, une espèce d'origine africaine qui s'est retrouvée introduite en Amérique. Allez savoir comment, dispersion transocéanique sur longue distance. Ça s'est hybridé, ça a formé donc un hybride AA-DD, puis c'était le génome A et le génome D. Et cet ancêtre, allotétraploïde, s'est diversifié aujourd'hui en 5 espèces allotétraploïdes, dont Gossypium hirsutum, la principale espèce de coton cultivé américain de génome AA-DD. Alors on a séquencé le génome du coton depuis. Alors moi je vous dis aujourd'hui, le coton est un allotétraploïde formé entre une espèce diploïde AA et une espèce diploïde DD, à 26 chromosomes chacune. Quand on a séquencé le génome, on a retrouvé les traces de duplication les plus anciennes qui remontaient jusqu'aux angiospermes, jusqu'à l'ancêtre des angiospermes. Et donc c'est un génome qui est 30 à 36 fois paléodupliqué en réalité. Et cette publication dans Nature est intéressante d'un point de vue agronomique parce qu'elle explique comment les duplications et la rétention de certains gènes ont permis l'évolution de la fibre de coton telle qu'elle a été domestiquée aujourd'hui. Et la capacité à accumuler de la cellulose, etc. dans ces cellules. Donc vous voyez comment c'est très important d'un point de vue naturel, mais ça joue un rôle fondamental sur la sélection, qu'elle soit naturelle ou artificielle. Je passe sur la dynamique des génomes et je vous cite simplement le modèle des spartines sur lesquels on travaille dans un contexte plutôt naturel, qui sont des plantes qui colonisent les marais salés. Et le genre Spartina, il n'y a que des polyploïdes au sens moderne du terme. C'est-à-dire que le nombre de bases, c'est 10, il n'y a que des plantes à 40, 60, 70, 120 chromosomes. Beaucoup d'espèces sont envahissantes et on a montré que c'est cette duplication de génome qui leur permet de coloniser des milieux extrêmes, en l'occurrence ici des marais salés, d'être tolérants à la salinité, la sécheresse, etc. D'accord ? Et ce genre a évolué en 2 groupes, des espèces donc tétraploïdes et hexaploïdes, 40, 4 x 10, 60, donc 6 x 10. Et puis, il y a eu plein d'hybridations entre chaque groupe, au sein des tétraploïdes, au sein des hexaploïdes, entre les hexaploïdes et les tétraploïdes. Voilà aujourd'hui notre vision de l'histoire de ce genre. Et elles font tous les spartines, des hybrides à fin stériles, des hybrides à fin fertiles, qui se rétrocroisent, de la duplication de génome. Donc il y aurait plein d'histoires à raconter, évidemment. Donc vous aurez compris, ici, l'hybridation, la duplication a été un moteur puissant de diversification et d'adaptation. Voilà, je n'en dirai pas plus, mais j'avais une histoire très rigolote dans la baie de San Francisco, où il y a eu des hybrides qui envahissent la baie de San Francisco. On est en train de les éradiquer, et ça pose vraiment un problème de gestion de l'environnement et de notre perception, finalement, des espèces introduites, invasives, négatives ou autres. Et puis, vous avez évidemment le cas célèbre sur lequel nous travaillons. D'ailleurs, excusez-moi, je dis juste qu'il y a un numéro spécial de Biologique à l'invasion en 2016 qui reprend un petit peu tous ces débats et tous les travaux qui ont été faits sur les spartines. Et le modèle, je terminerai là-dessus, sur lequel nous travaillons. Petite parenthèse, il est exposé au dernier étage de la galerie de l'évolution ici, comme sur un espace qui est dédié aux effets de l'homme sur l'environnement. Entre autres effets de l'homme, c'est l'introduction volontaire ou involontaire d'espèces sur longue distance qui a permis les hybridations. C'est comme ça que Spartina alterniflora, une espèce hexaploïde, a été introduite
en Europe, au début du 19e siècle. Elle s'est hybridée avec une autre espèce hexaploïde, notre espèce native à nous des côtes atlantiques, Spartina maritima. L'hybridation a eu lieu 2 fois, une fois en Angleterre, une fois au Pays Basque. Hybride F1, qui sont stériles, mais ils se multiplient par voie végétative. Si vous allez au Pays Basque ou dans la baie de Southampton, vous retrouvez les hybrides, nommés d'après Townsend en Angleterre et d'après Nero en France. Et en Angleterre seulement, il y a eu duplication du génome de l'hybride, né en Angleterre, qu'on appelle donc l'allopolyploïde Spartina anglica, dont les parents sont hexaploïdes, 6 x 10, et lui, enfin ou elle, Spartina anglica, est allododécaploïde. Chaque gène est potentiellement en 12 copies. Donc c'est un haut niveau de ploïdie. On est en train d'essayer de séquencer ces génomes-là. On a quand même les moyens de le faire maintenant, puis la technologie a évolué. Cette espèce est fertile, elle est envahissante, capacité adaptative, tolérance au stress, etc. Et elle est l'illustration parfaite, puisque là on est quand même dans un modèle. C'est pour ça que c'est un cas d'école maintenant et qu'il est présenté dans les programmes de terminale, sciences de la vie. C'est un des rares modèles où on est pratiquement là au moment où la spéciation allopolyploïde s'est faite à l'échelle de l'histoire humaine. La plupart des polyploïdes qui sont autour de nous, ça s'est formé il y a 10 000 ans, 1 million d'années, 2 millions, comme le cas du coton. Et même si on identifie les génomes parentaux, ils ont déjà évolué depuis le moment de l'hybridation. Tandis que là, on est juste là au moment de la spéciation. Aujourd'hui, je peux comparer l'hybride F1 Townsendii à ses 2 parents, qui sont toujours là en Europe, Alterniflora introduite et Maritima. Je peux voir les conséquences de l'hybridation et les conséquences de la duplication du génome, si je veux comprendre les mécanismes qui font que la polyploïdie, ça peut faire quelque chose d'intéressant, entre guillemets, au plan adaptatif. Pourquoi c'est ce qu'on appelle un succès évolutif et écologique, et pas forcément, parce que ça peut l'être aussi, quelque chose d'aberrant et de conduire à quelque chose de monstrueux qui n'est pas viable, comme ça l'est aussi, évidemment. Mais ceux qui n'ont pas survécu, on ne les voit pas. Et on sait que chez les animaux, chez certaines lignées, celles qui sont à sexe séparé aujourd'hui, la polyploïdie est très mal tolérée. Voilà, je vous remercie.